Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue donc à Odessa, sur les bords de la mer Noire, pour la rencontre opposant le Tchernomorets Odessa à l'AS Monaco. Deuxième tour de la Coupe de l'UEFA match aller. Vous attendiez certainement Frédéric Jaillant et Alain Giresse, mais les journalistes proposent, le son dispose, et malheureusement, le son de nos deux camarades qui étaient présents au stade de Tchernomorets, eh bien ce son n'est jamais parvenu jusqu'à nos studios de la rue Cognac-Jay. C'est la raison pour laquelle, avec Jean-Michel Larquet, depuis ces mêmes studios, eh bien nous allons essayer de vous faire vivre un petit peu cette rencontre entre Monaco, donc, qui attaque ici avec Luxonor, et cette équipe soviétique peu connue, qui n'a terminé que 9e de son championnat, qui n'est donc pas une des équipes phares du football soviétique, comme peut l'être, Jean-Michel, le Dynamo de Kiev, le Spartak ou le Dynamo de Moscou. Le Dynamo de Kiev qui vient de rapporter d'ailleurs un nouveau titre de champion du RSS, c'est le Dynamo de Kiev qui, après le départ de ses stars, notamment Mikhaïlichenko ou Zavarov, reste quand même l'équipe numéro 1 en Union soviétique. Mais c'est une équipe ukrainienne, tout comme cette équipe du Tchernomorets Odessa, qui va donc rencontrer cette équipe de Monaco, un petit peu surprenante, Thierry, dans la mesure où Arsène Wenger a laissé sur la touche des garçons comme Mendy ou comme Bijota, et qu'il a composé, je dirais, un quatuor d'attaque avec Wea, avec Passy, avec Rui Barros qui est en possession du ballon, et avec l'Argentin Ramon Diaz qui n'était pas très en forme en ses débuts de saison, et qui retrouve peu à peu la confiance de son entraîneur, qui a d'ailleurs marqué un but, c'était le dernier, à l'occasion du match retour contre Roda. Donc Ramon Diaz, si précieux l'an passé, tout au long de la Coupe d'Europe qui avait fait la gloire de l'AS Monaco, Ramon Diaz revient en force dans cette équipe monégasque. Ramon Diaz donc et Rui Barros présents tous les deux, alors qu'on hésitait un petit peu du côté des Monégasques. Et un match qui s'engage sur un bon rythme entre les Soviétiques, donc tous deux bleus vêtus bien sûr, et les Monégasques sous leur couleur traditionnelle, rouge et blanche. L'arbitre, monsieur Constantin, un Belge. Mise en touche de Telesnenko et un ballon qui circule, Kuznetsov qui remet derrière une longue balle en avant, mais Jean-Luc Ettori est le plus prompt et relance du côté de Luxonor. Parierait plutôt pour Franck Passy là, Thierry. Ah bon? Oui, vous avez raison, tout à fait, Luxonor le voilà, et Luxonor lui fait la remise en jeu. George Weah, Passy derrière lui, interception des joueurs du Tchernomorets et plus précisément de Kuznetsov. Emmanuel Petit qui a tenté de sauver ce premier coup de pied de coin, comme l'on dit dans le pays de monsieur Constantin le Belge, mais qui n'y est pas parvenu. Donc premier corner tiré par Tsimbalar, pied gauche, corner rentrant. Et vous voyez que le vent est légèrement favorable à l'équipe du Tchernomorets. Dégagement d'abord de Luxonor et ballon mis en sortie de but par le capitaine Ichiak. Jean-Luc Ettori, à l'occasion de ce match, doit se souvenir que dans sa carrière maintenant déjà longue, il avait réussi une belle performance avec l'AS Monaco quand ils avaient éliminé Shakhtar Donetsk il y a quelques années. Ah oui, c'était à l'époque où les bonnes performances de l'AS Monaco étaient rares, puisque les Monégasques avaient pris la mauvaise habitude de se faire éliminer au premier tour, et puis il y a eu le déclic, et l'an passé, cette demi-finale contre la Sampdoria de Gênes, qui n'est peut-être qu'un début, car on l'a vu au cours du tour précédent contre le Roda, l'équipe de Monaco est mûre pour les joutes européennes, et c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter, en tout cas l'une des très bonnes équipes françaises de ces dernières années, comme en témoigne son actuel parcours en championnat, où l'équipe monégasque, avec 17 points, se retrouve en 3e position derrière l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Et on ne dira jamais assez la difficulté de cette Coupe de l'UEFA, avec Ramon Diaz ici, bousculé sous les yeux de monsieur Constantin. L'arbitre ne dit rien, mais là il pénalise Marcel Dib.
Et pourquoi cette coupe de l'UEFA est-elle aussi difficile? Eh bien tout simplement parce qu'au départ, il n'y a pas 32 candidats comme dans la Coupe des Coupes ou la Coupe des clubs champions, mais il y a 64 postulants et cela rend le parcours 2 fois plus difficile. Bon pressing, vous avez vu là de Passy et de Marcel Dib et hors-jeu. C'est très bien joué tactiquement de la part de ces Monégasques. C'est là que l'expérience est précieuse avec une défense centrale composée donc d'Emmanuel Petit et de Franck Sauzet. Franck Sauzet totalement remis en selle à la suite de son très bon match, remarquable match même dirais-je, contre la Tchécoslovaquie au milieu de terrain au poste de capitaine. Ballon mis en touche par Chelepnitsky, le milieu de terrain défensif du Tchernomorets Odessa. Et Luxonor avec Passy, c'est bien fait, dans un petit couloir, mais ballon perdu. Récupéré par le grand Bouchkov là-bas, mais la défense monégasque veille. Emmanuel Petit. Sonore. Cherche Wea. Wea qui avait pris le dessus sur Chelepnitsky. Ah oui, mais sans doute hors jeu. Et qui est signalé ici hors jeu par M. Constantin. C'était bien joué. Oui, mais il semble que Franck Passy, donc, qui avait pris ce ballon, était en meilleure position et que solliciter à nouveau Georges Weah, ce n'était peut-être pas la meilleure solution. La preuve, c'est que les Ukrainiens bénéficient donc de ce hors-jeu et peuvent relancer. Autre élément important, on l'a vu tout à l'heure sur le premier corner, Thierry, il n'y a pas beaucoup de vent. On dirait que les conditions de jeu sont très bonnes, si ce n'est cette qualité de la pelouse qui semble un petit peu ondulée. Le ballon a des rebonds tout à fait bizarres, donc la technique monégasque aura sans doute du mal à s'exprimer. Remise en jeu du numéro 9, Goussier. On aura de toute manière, en ce qui concerne les clubs français, du mal à trouver une pelouse aussi étrange qu'avait été celle de Kiev lorsque Saint-Étienne avait joué là-bas. Ah, erreur, Thierry. Il avait fallu, à Simferopol, oui, où il avait fallu, avec des moteurs d'avion, dégager la neige avant le match. Avec des réacteurs. Oui. Mais c'était une bonne méthode pour rendre la pelouse praticable, au moins pendant 1 heure de jeu. La dernière demi-heure, bien sûr, c'était beaucoup plus discutable. Mais les soviétiques qui n'ont pas toujours des conditions de jeu idéales connaissent les subterfuges pour bien rendre un petit peu le spectacle à ce football. Et les Monégasques qui repartent. Ramon Diaz. Et la balle sort, oui, sortie en touche en faveur de l'association sportive de Monaco. De Puel bousculé et qui va donc bénéficier d'un nouveau coup franc pour l'instant évidemment. Les contacts sont sévères mais rien à voir avec ce que l'on avait vu à Magdebourg hier soir entre les Girondins de Bordeaux. Et c'est pas bien Gérald Passy, il n'a pas pu redresser ce ballon contré par Bouchkov. Donc balle en avant, tête d'Emmanuel Petit, Luxonor. Ah, bizarre ce qu'il a fait là, Luxonor. Ouais. Il a fait en tombant en tête pied gauche, c'est involontaire, mais c'est une balle qui arrive donc dans les mains de Jean-Luc Ettori, des Monégasques qui semblent très tranquilles, très sereins, même s'ils savent que Odessa n'a pas été une des grandes équipes soviétiques de cette saison. Il faut se méfier, la preuve. Les Soviétiques sont toujours à la pointe du football. Ils viennent d'ailleurs de remporter le titre de champion d'Europe espoir au bénéfice de la Yougoslavie. Et leurs équipes avaient réussi un très joli tir groupé, un petit peu à l'image de ce qu'avaient réussi les clubs français lors du premier tour de ces coupes européennes 90-91. Et c'est toujours du côté gauche, du côté de Luxonor et de Gérald Passy que s'oriente l'attaque. Bon centre de Gérald Passy. Cherche la tête de George Weah, dégagement de Koustetsov, récupération Claude Puel. Et maîtrise du jeu monégasque actuellement avec encore Gérald Passy pour un centre. Il cherche Rui Barros, mais évidemment
Rui Barros 1m59, c'est pas suffisant pour prendre ce ballon aérien. Une interception de Goussieff. Tout de suite, balle récupérée par les Monégasques. Marcel Dib. Balle profonde, bien un bon pied droit pour Rui Barros qui a redressé ce ballon. Il a tenté une reprise Ah oui, acrobatique. bien avant. Dommage. Sans doute de Patrick Valéry. Le défenseur, jeune défenseur et qui s'impose de plus en plus au poste de titulaire. Et coup de sifflet donc de Monsieur Constantin pour un nouveau coup franc en faveur des joueurs de Tchernomorets Odessa et des tribunes très copieusement remplies. Grichko, le gardien de but de cette équipe du Tchernomorets, qui n'a pas eu grand chose à faire, pas plus d'ailleurs pour l'instant que Jean-Luc Ettori. Ballon dans les pieds de Telesnenko et maintenant dans les mains de Grichko. Alors que l'on atteint la 10e minute de cette première période. Sur un score toujours nul de 0-0. Ramon Diaz, le pied gauche, contré un petit peu au départ. Ah, il cherchait pas si là. Et c'est la défense soviétique qui revient avec le grand Getchko là. Ballon perdu. Tente, bonne talonnade. Marcel Dib. Oui, c'est bien fait. Rui Barros. Aïe, juste au moment où Georges Weah met son tir, ballon dégagé. Et Franck Sauzé qui prolonge tranquillement ce ballon. Vous avez vu quand même le nombre de rebonds qu'a fait le ballon entre Franck Sauzé et Jean-Luc Ettori. Ah, ballon pris et faute de Sonor qui avait perdu le ballon face à Yeremin. Yeremin, le numéro 11. Un croche-pied. Sonor qui est convoqué au parloir par Monsieur Constantin. Et qui est libéré immédiatement. Kuznetsov. Ah non, pardon. Numéro 9, ce n'est pas Kuznetsov, c'est Goussieff qui joue en position de milieu de terrain, reprenant ainsi un petit peu le numérotage cher aux Tchécoslovaques lorsque Joseph Mazopoust, avec le numéro 9, jouait milieu de terrain, jouait le piston. Et je suppose que Goussieff doit être un admirateur de Mazopoust, alors il joue au milieu de terrain, mais il joue avec le numéro 9. Mazopoust avait été avec Yachine l'un des rares footballeurs de l'Est à obtenir le ballon d'or de nos confrères France Football. Ils sont devenus des joueurs très représentatifs du football de l'Est européen. Ceci expliquant sans doute cela. Et une touche en faveur de Monaco avec Sauzé, très sûr de lui. Et Emmanuel Petit, bien revenu après une blessure qui l'a privé des dernières rencontres internationales alors qu'il était sur les petits papiers du sélectionneur national Michel Platini. Et un Gérald Passy qui revient bien. Hein, tout à fait, sur le flanc gauche de l'attaque monégasque, qui donne encore un superbe ballon là à Luc Sonor, qui aura du mal à redresser la course du ballon. Mais Telesnenko est obligé de le mettre tout de même en corner. Coup de pied de coin, dit Monsieur Constantin. Luc Sonor pose ce ballon, il va se placer sans doute au premier poteau. Un ballon qui n'est pas bien dans l'arc de cercle. Il faudrait qu'il soit à l'intérieur. Il n'y est pas, mais enfin, on ne discute pas. Corner tendu au premier poteau. Et Yeremin est là pour dégager son camp. Yeremin qui amorce donc la contre-attaque avec Getchko. Un changement d'aile pour son numéro 4. Ichiak. Et bonne sortie de Jean-Luc Ettori dans les pieds de Goussieff. Et une équipe monégasque fort sereine qui digère très bien ce premier quart d'heure à l'extérieur de cette rencontre de Coupe d'Europe. L'équipe de Monaco, on vous en a parlé tout à l'heure, qui avait donc éliminé le Roda JC, club néerlandais. 3-1 à Roda, ou plutôt 1-3 à Roda, et 3-1 à Monaco, les deux mêmes scores, pendant que le Tchernomorets Odessa éliminait les Norvégiennes de Rosenborg, 2-1 et 3-1. Goussieff là qui a essayé de jouer avec Yeremin, mais encore une fois, ce sont les Monégasques
beaucoup plus de maîtrise technique dans la circulation de balles du côté de Monaco. Le seul problème, c'est quand on veut adresser des longues balles, on a du mal à bien placer son ballon. Et ce n'est pas le cas que pour les Monégasques. Vous avez vu ici une maladresse de Ichiak, le capitaine de Tchernomorets Odessa. Marcel Dib. Ah non. Petite mésentente entre Marcel Dib et Luxonor et une touche en faveur des joueurs soviétiques. Marcel Dib lui aussi qui avait été blessé et qui n'est revenu qu'à l'occasion du dernier match de championnat contre Toulouse. Marcel Dib qui avait marqué un but superbe à Roda, malheureusement refusé, vous vous souvenez, alors qu'on atteint... Une faute de Rui Barros. On atteint la fin du premier quart d'heure. En première mi-temps. Et que ce soit côté soviétique ou côté monégasque, alors c'est un petit peu différent. Côté monégasque, on attaque pratiquement uniquement sur le flanc gauche, sans doute dû à l'influence de Gérald Passy et au pied gauche de Ramon Diaz, alors que du côté soviétique, on n'attaque que sur le flanc droit. Là, ce serait plutôt l'affaire de Telesmenko. Autant dire que dans le sens longitudinal, les deux équipes n'évoluent que sur cette moitié la plus proche des caméras. Encore une balle en avant de Sonor vers Passy. Récupération de Puel. Puel en profondeur. Mais le gardien soviétique Grishko. Des faux airs de Jean-Michel Moutier. Ballon récupéré en attaque par Kondratiev pour les soviétiques. Grechko encore qui tire, mais la balle passe assez nettement finalement à côté du but défendu par Jean-Luc Ettori. Grechko qui a tenté plutôt un centre tendu devant le but de Jean-Luc Ettori. En fait, il n'y a eu ni centre ni tir, car il était en déséquilibre complet. Encore sans doute une farce du terrain. Et un ballon qui s'est envolé largement au-dessus de la transversale de Jean-Luc Ettori, qui n'a même pas accompagné ses ballons en sortie de but. Oui, bon ballon bien pris de la tête par les soviétiques et Bouchkov notamment, mais tout de suite récupération. Henri Barros, vivacité, qui joue avec Ramon Diaz. La récupération, Jean-Michel, du ballon en milieu de terrain est essentiellement monégasque. Oui, pratiquement. D'ailleurs, sur le plan tactique, les soviétiques éliminent leur milieu de terrain. Ils ne jouent que par longues balles. Ils passent au-dessus de leur milieu de terrain. Les défenseurs cherchant rapidement les attaquants, mais ça c'est dû à un système et à un système de jeu typiquement des joueurs de l'Est. Vous l'avez vu hier également, où les défenseurs de Magdebourg cherchaient régulièrement en profondeur leurs attaquants qui étaient donc Rossler et Lassig. Et Bouchkov qui remonte le ballon avec cet arrière droit Telesmenko. Encore une intervention de Luxonor très décidée. George Weah. Un écran avec Ramon Diaz. Ouais, c'est bien fait. Tout cela, ça va être un petit peu juste. Oui, ah, bien fait, Dib. Il peut centrer. Non, l'arbitre a signalé en jeu, me semble-t-il. Mais que ce terrain semble mauvais et que ce ballon semble difficile à maîtriser. Quand même bien meilleur que la Mosson aujourd'hui. Hein. Je suis pas sûr que ça facilite davantage le football. Parce que si on a un ballon rond en football, c'est pour qu'il ait des rebonds normaux. Autrement, on peut jouer avec un ballon de rugby sur un bon terrain ou un ballon de football sur un mauvais terrain. Les rebonds sont à peu près les mêmes. C'est vrai qu'il a tendance à taper le ballon. On le voit sur les échanges de près entre les joueurs. Avec Emmanuel Petit, une nouvelle fois qui monte. George Weah, un peu court. Dégagement de Bouchkov. Et récupération pratiquement instantanément des Monégasques dès que les Soviétiques leur prennent le ballon.
Bon jeu en triangle, et oh, beaucoup de sombrero. Et il a tenté le grand pont. Et Telesnenko du bout du pied a mis ce ballon en touche. Maîtrise totale du ballon pour les joueurs d'Arsène Wenger. 20 minutes de jeu. Moitié pratiquement à 1 minute près de la première période. Et toujours 0-0 entre Tchernomorets Odessa et l'association sportive de Monaco. Non. Voilà, à refaire, le ballon n'était pas sorti de la surface de réparation. Alors on remet ce ballon dans la surface de but. Ballon récupéré encore par les soviétiques là. Sur le côté gauche, Yeremino, une faute. Oui, il a sifflé, monsieur Constantin. Faute de Rui Barros. C'est rapidement joué par Ichiak. Encore Ichiak. Kondratiev. Ouh, heureusement que Emmanuel Petit était là en couverture et que 2 soviétiques se sont gênés. Dans le numéro 9, Goussiev. Goussiev et Yeremin, me semble-t-il. En tout cas, c'était une action chaude face au but de Jean-Luc Ettori. Malheureusement, pas de ralenti chez nos amis de la télévision soviétique pour juger justement de la chaleur de cette action. Mais enfin, il y a dû y avoir un petit frisson quand même. Gérald Passy un peu court. Mais la touche pour les Monégasques. Luxonor. Avec Passy. Ballon perdu. Encore une faute, mais cette fois-ci de Gérald Passy. Ouais. Alors que le joueur soviétique reste au sol, c'est le numéro 8 Getchko, vu international, et que l'arbitre, M. Constantin, a jugé que ça n'était pas trop sérieux et que le soigneur n'avait pas à intervenir. On voit la faute de Gérald Passy ici, qui manque carrément le ballon et qui attrape donc la cheville de Getchko. Alors si vous avez des ralentis, c'est grâce à la présence de notre ami Gérard Van der Gutt. Ce magicien de l'image qui arrive à faire des choses tellement extraordinaires. Gousseyev, Yeremin. La bonne balle longue pour Getchko à la lutte avec Franck Sauzet. Faute de Franck Sauzet. Ouais. Encore une fois, il est au sol. Simbala. Et M. Constantin rappelle à l'ordre le libéro de l'AS Monaco. À quelques centimètres près, cette faute était dans la surface de réparation. Simbala qui va... dangereux puisqu'il se situe à proximité, vous le voyez, du rectangle. Sorte de petit corner légèrement ouvert. Sont montés les grands gabarits soviétiques sur cette balle et bon dégagement de la tête de Sauzet. Balle piquée. Cette fois-ci c'est Emmanuel Petit. Goussiev. Sauzet encore. Il n'y aura personne pour la relance. Une balle qui va directement en touche. Touche faite par Bouchkov. Ah oui, là c'est une faute soviétique. C'est Claude Puel qui reste au sol. Et un coup franc pour les Monégasques. Et vous voyez comme le jeu a du mal à se libérer, à se développer. Pourtant les Monégasques ont visiblement des intentions offensives. Mais ils sont freinés dans leur ardeur par un terrain qui les gêne considérablement.
pour enchaîner les passes sans contrôle, les déviations. Ah oui, bien fait ça, de Ichiak. la part de Ichiak. Mais contré tout de suite. Valérie. Rui Valérie Barros. qui est venu épauler ses attaquants. Rui Barros aux prises là-bas avec Telesmenko. Et coup franc pour Chernomorets Odessa qui se dégage par un long dégagement de Grichko, le gardien, récupéré au milieu du terrain par les Monégasques. Ramondia, son pied gauche qui cherche sur le côté. Gérald Passy. Il aura du mal à se retourner. Il a bien fait de... Ah, bien fait, bien prolongé par Marcel Dib. La tête de Wea. Et non, Yeremine qui peut dégager ce ballon. Ah, le ballon en maîtrise complète des Monégasques. C'est d'ailleurs assez surprenant à l'extérieur et entre une équipe française et une équipe soviétique. Rappelez-vous les matchs, les derniers matchs, je pense qu'il y avait des Bordeaux-Dniepropetrovsk où un très bon Bordeaux avait été qualifié au pénalty avec Chalana, vous vous souvenez? Et les Chalana encore. Et les Bordelais avaient eu beaucoup de mal. Et là, par contre, les Monégasques semblent être, je dirais pas les maîtres du terrain, mais pratiquement. Et pourtant, ils sont à l'extérieur. Oui, mais peut-être que le football de club français a progressé depuis cette époque. Je dirais pas peut-être à coup sûr. Par contre, là, il y a eu un choc terrible. Un soviétique est au sol et Patrick Valéry qui est allé au contre, boite lui aussi. Et Grichko, très sportivement, dégage en touche pour que l'on aille soigner son partenaire. Il y a eu du grabuge là-bas sur un tacle de Valéry. D'ailleurs, monsieur Constantin appelle le soigneur. Autant vous dire que pour nous, c'est bien difficile de savoir qui a été touché. Côté monégasque, on est sûr qu'il y a Valéry dans le coup qui a attrapé la cheville de ce pauvre joueur soviétique. On le revoit ici, amorti de la poitrine et visiblement ce doit être le numéro 6, Chelepnitsky. Il reste d'ailleurs au sol. Mais visiblement, je crois que quand j'ai vu partir Patrick Valéry, il me semble que lui aussi a laissé quelques forces dans ce choc. Le banc de touche avec Dominique Bijota, Mendy et le blond Benjamin Clément. Et monsieur Constantin qui demande un petit peu aux Monégasques. Les Monégasques qui demandent surtout aux soignants monégasques de venir s'occuper de Valéry. C'est le banc du Chernomorets. Pendant ce temps, Georges Weah et Gérald Passy essaient de discuter pour mettre au point quelques combinaisons offensives, car pour l'instant, c'est vrai, le grand Grichko, le grand gardien de but du Chernomorets. Les supporters le sentent, c'est pour ça qu'ils agitent cette banderole. Le Chernomorets, Grichko n'a pas été lui non plus souvent en danger. Tout est rentré dans l'ordre. Le joueur soviétique, dont on ne saura jamais qui il était, a repris sa place. De même d'ailleurs que Patrick Valéry. En avant de Kuznetsov. Luxonor qui fait une bonne première période, qui s'oppose bien aux attaques et qui participe bien au jeu offensif là. Et qui est surtout très sollicité parce que tout se passe sur le plan offensif de son côté et sur le plan défensif de son côté. Hors-jeu, monsieur. Oui. Yeremine signalé hors-jeu et coup franc en faveur de l'AS Monaco à l'intérieur des 16 mètres. Préfère dégager loin. Et prendre tout son temps, ce en quoi il a parfaitement raison. Tout simplement parce que remonter un ballon est
chose hasardeuse sur le terrain d'Odessa. Dib perdu le ballon face au numéro 10 Kondratiev. Et bon pressing de Rui Barros. Récupération. Superbe ce qu'a fait. Oui, Gérald Passy, bien joué. Dommage que M. Constantin n'ait pas laissé l'avantage. Il a sifflé une faute d'un joueur soviétique à qui il donne d'ailleurs un carton jaune. C'est Bouchkov. Carton, voilà. Le défenseur central, l'un des deux défenseurs centraux avec Ichiak de cette équipe du Tchernomorets. Alors que l'on atteint la demi-heure de jeu, c'est le premier carton de ce match. Un match qui n'a rien à voir sur le plan de l'engagement physique avec la succession d'attentats que l'on a vu hier sur le terrain du Ernst Grube Stadion de Magdebourg, où là, ça volait très très bas. Yeremin pour dégager... Surprenant du reste parce que les années précédentes, les arbitres européens étaient beaucoup plus sévères, me semble-t-il, qu'ils ne le sont cette année, alors que pourtant il y avait eu, vous vous en souvenez, en Coupe du Monde, Jean-Michel, des consignes de données. Dommage qu'elles aient été oubliées aussi vite, mais à souligner aussi que M. Holzmann, qui officiait hier au cours de cette rencontre, doit être crédité d'un très bon match. Très bon. Donc vous voyez que c'est pas facile. Il a été sévère dans un match difficile et on aurait voulu qu'il soit encore plus sévère. C'est vrai. Un expulsé. 4 cartons jaunes du 4 d'un côté et 2 de l'autre. Et 2 de l'autre. Pas mal. Oui. Et toujours une belle défense intelligente de cette équipe dirigée par Arsène Wenger. On peut compter sur les doigts de la main les fois où les soviétiques sont entrés dans la surface de réparation de Jean-Luc Ettori. Une fois, je crois. Bouchnov obligé d'orienter sur le côté gauche là-bas. Regardez comme Claude Puel va sur le porteur du ballon réaliser son pressing. Un pressing qui profite à Franck Sauzet qui récupère très tranquillement ce ballon. Ouéa qui a été revenu très loin. Ouéa qui n'a plus son tranchant du début de saison, on l'expliquait, parce que il y a ce qui se passe au Libéria qui le perturbe énormément. Il est sans nouvelles de sa famille depuis de longues semaines maintenant. Ah oui, une famille qui habite, alors que là il y a eu une action dangereuse, une famille qui habite tout près du port de Monrovia, et c'est précisément dans ce coin-là qu'ont eu lieu les combats les plus affreux, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, et où d'ailleurs ça continue. Vous avez eu des reportages dans nos journaux de TF1, et ce n'est vraiment pas beau de voir ce qui se passe actuellement là-bas. Alors comprenez que le pauvre Georges Ouéa, qui est sans nouvelles, soit lui aussi inquiet, et que évidemment ce qui se ressent sur le plan moral se ressent évidemment sur le plan physique. Oui, bien joué Emmanuel Petit là, qui a écarté ce ballon. Ah, là aussi, faute du terrain, une fausse queue de Goussiev. Goussiev qui avait donné à Ichiak, son capitaine. Récupération de Bouchkov. Simbalar. Yeremin était parti en pointe, mais le ballon ne lui est jamais arrivé, jamais parvenu. Alors que l'on est entré dans le dernier quart d'heure maintenant. Salut aux footballeurs de Monaco. C'est sympa. Très sympa. Hein? Étant donné que c'est sur un fond bleu, on suppose que ce sont des supporters du Tchernomorets, puisque Tchernomorets joue avec un équipement qui ressemble un petit peu à celui du Naples de Diego Maradona. Oui. Du Naples ancienne formule, parce que le Napoli a changé ses maillots également. Simbalar, mis à terre par Valéry. Coup franc en faveur des Soviétiques. Simbalar. C'est la tête de Claude Puel. Et la balle qui file à nouveau sur le côté gauche des Soviétiques avec une frappe de Yeremin là, mais la balle est contrée. Frappe de Yeremin contrée au départ.
et qui passe donc largement au-dessus de la transversale de Jean-Luc Ettori. Les soviétiques qui bénéficient tout de même d'un nouveau corner tiré par Tsinmalar. Il a tiré son coup franc du pied gauche et il va tirer son corner aussi du pied gauche. Donc ce sera un corner sortant. Une balle fuyante pour la tête de Georges Weah. C'était Weah. Oh, reprise terrible de Kuznetsov de loin, mais contrée immédiatement. Et légère pression sans grande conséquence du Tchernomorets avec une position de hors-jeu qui nous avait échappé, mais qui n'avait pas échappé à l'excellent arbitre belge, monsieur Constantin. Al-Fassi, très bon. Digne représentant des meilleurs directeurs de jeu belges. Il a toujours été expert en la matière. Aïe, aïe, aïe. Là, je peux vous dire, les deux. Merci. C'est un traité pour un rendu. Ouais. Vous avez vu le pauvre Yérémine qui a fait exactement 2 secondes après ce que venait de faire Rui Barros. Dib. Une faute. Oui. Faute du numéro 3 Kuznetsov sur Marcel Dib. Alors qu'il est 17h38 à Odessa. 2 heures de décalage entre la France et l'Union soviétique à cette époque de l'année. Au coup franc, Fassi, Franck Sauzet, feinte de frappe, tire là aussi à côté. Et vous vous souvenez des 2 coups francs qu'avait décoché Franck Sauzet lors du match France-Tchécoslovaquie, et notamment du premier qui avait obligé Stechkal à s'y reprendre à 2 fois. Sous la menace d'ailleurs de Pascal Vairua, me semble-t-il, si mes souvenirs sont exacts. Grishko a dégagé. Sauzet. Bonne relance du libéro monégasque. Sonore. Dib. Beaucoup de maîtrise collective dans cette équipe de Monaco. Oh, c'est bien fait ça. Ramon Diaz. Les deux soviétiques de Ramon Diaz qui revient sur lui-même pour orienter de l'autre côté. Bonne période et bon travail. Il a été tenté de mettre la main. Hein. Et il a le sauvé, grand George, il a sauvé la touche. Un ballon qui passait bien haut devant lui. Touche concédée par Telesnenko. Encore environ 8 minutes avant la fin de cette première période et toujours rien de marqué. Alors que le sponsor des soviétiques, la Blasco, c'est les chantiers maritimes qui se trouvent à Odessa, en mer Noire, non loin de l'escalier du cuirassé Potemkin. Je connais un très bon chocolatier du nom de Blasco, mais je ne connaissais pas. Oui. Je ne connaissais pas. Ben, on ne peut pas connaître les chocolatiers et les chantiers navals. Tout choisir, Thierry, je vous assure, je préfère le chocolat. Oui, je comprends ça. Un corner. Encore toujours sortant. Simbala, où Yérémine était à la reprise. Et frappe de Goussiev, mais largement au-dessus du but de Jean-Luc Ettori. Et au moment où approche la fin de cette première période, on sent vraiment ces Monégasques très sereins. On a l'impression qu'il ne peut pas leur arriver grand-chose sur ce terrain. Très loin de leur base, car un déplacement à cette époque de l'année en Union soviétique n'est jamais chose facile. Il y a une remarque, Thierry. Je pense qu'Arsène Wenger, qui n'a pas souvent vu, je crois qu'il a vu une seule fois cette équipe du Tchernomorets, donc il n'a pas pu tellement juger des qualités, a voulu jouer l'offensive. C'est rare à ce niveau-là de voir 4 attaquants. On vous les a cités au début, on vous les cite à nouveau. Donc de droite à gauche, il y a Rui Barros, il y a Georges Weah, il y a Ramon Diaz et il y a Gérald Passy. Eh bien, ce n'est pas parce qu'on joue avec 4 attaquants
qu'on se procure plus d'occasions de but ou qu'on marque plus de buts. Ah, et une petite Ola qui essaye de voir le jour dans les tribunes du stade de Tchernomorets Odessa. Mais ils n'ont pas encore tout à fait l'habitude, alors ils ne font pas tous en même temps, ce qui pose certains problèmes. Patrick Valéry. Bonne sortie. Contrée, mais ballon toujours monégasque. Puel, latéral, sonore. Ouéa. Ouh là là, un petit peu, oui. Ah oui, oui. Ça n'a pas échappé. C'est bon ce monsieur. Et il voit tout, hein. Constantin, arbitre international bien sûr. Chez Lepnitsky qui dans le dos avait fauché Georges Ouéa. Et surtout, monsieur Constantin fait mettre les joueurs à 9,15 m sur les coups francs. Ça, c'est très bien. Ballon Passy. piqué pour Ouéa. Sonore. Sonore qui croise trop son tir. Dommage, car là, il était en belle position. Et il n'y avait pas de position de hors-jeu. L'appel de balle était bon. La balle piquée, frappe en rupture de Gérald Passy était elle aussi excellente. Regardez comme cela semble facile, évident, et pourtant malheureusement Luc Sonore a mis ce ballon à côté. La plus belle occasion en tout cas depuis le début de ce match. Et elle est en faveur des Monégasques. Le croisé. Dib sur le côté droit. Un ballon qui sort en touche. Itchiak, le capitaine du Tchernomorets qui fait la remise en jeu. Ah oui. Obstruction. José, Dib. Sonore. Passy, Goussiev qui met en touche. La balle de Sonore était un petit peu trop molle. Enfin, c'est pas suffisamment appuyé. Ouais, Diaz qui se bat bien. Sonore encore sur le côté gauche. Tente le lob de loin. Et là, il y est vraiment pour rien. Encore un ballon qui a sauté de 5 ou 10 cm au moment de la frappe. C'était bien joué parce qu'il avait vu que Grichko était avancé. Jérémy. Le ballon prolongé tranquillement par Franck Sauzé pour son capitaine. Et ça repart, toujours du côté de Sonore. Petit. Dib. Sauzé. Passy. Superbe ballon de Gérald Passy pour Patrick Valéry. Ah, c'est bien fait. Un peu fort le centre. Ah, Ouéa qui n'a pas bien pu juger de la trajectoire de ce ballon. Goussiev repart. Bonne intervention de Rui Barros. Une 1-2. Encore Ramon Diaz empêtré dans cette remise alors que Rui Barros avait demandé le 1-2. Rare, très rare de voir une équipe française. Je ne sais pas s'ils sont venus chercher un score nul et vierge les Monégasques, mais en tout cas ils quadrillent parfaitement le terrain et ils ne laissent aucune initiative aux Ukrainiens. Jean-Luc Ettori, il y a fort longtemps qu'il n'avait pas passé une après-midi aussi tranquille. Une mi-temps de Coupe d'Europe sans intervention avec une faute. Encore sur Sonore. Faute de Kondratiev. Gérald Passy qui tire tous les coups de pied arrêtés et qui a pris à son compte le rôle de meneur de jeu. Et là, à nouveau Passy. Ah oui. Joué, l'arbitre laisse l'avantage. Ramon Diaz. Diaz qui peut s'entrer en retrait. Et une reprise de Rui Barros là. Juste au-dessus. Avec au Dommage. départ
un bon ballon qui avait décalé Rui Barros et un centre en retrait. Ballon bien redressé par l'international argentin pour Rui Barros qui a enlevé un petit peu trop son tir. Dernière seconde de cette première période. Il est revenu Georges Weah. Ouais. Weah qui est allé sur l'aile gauche là. Avec Dib qui renverse le jeu. Il cherchait Rui Barros. Chiak. Telestenko. Kondratiev et faute sur Yeremin dans le rond central. Faute de Claude Puel. Oui, et j'ai l'impression que Claude Puel va avoir droit à un carton, me semble-t-il. Il reste au sol, le monégasque, mais l'arbitre a sorti son petit carnet. Ennuyeux pour Claude Puel, qui avait déjà un, non? Oui. Oui, hein. C'était à Roda, au cours de la première période également. Oui. Il avait reçu un carton jaune. On peut donc dire que pour le match retour, Claude Puel, pour cette faute sur Yeremin, sera contraint et forcé par les règlements de l'UEFA de regarder ses petits coéquipiers jouer sans lui. Et très patiemment, monsieur Constantin attend, alors que Jeannot Petit... C'est vrai qu'au départ, il ne voit pas, mais c'est vrai qu'à l'arrivée, il peut éviter ce tacle. Voilà, il s'est relevé, Claude Puel, pour se voir signifier qu'il avait reçu un carton jaune, synonyme de suspension. C'est sans doute la dernière action de cette première période avec Bouchkov, parce que vous voyez, on joue depuis 1 minute 30 au-delà du temps réglementaire. Ballon dans l'axe. Avec un bon dégagement de la tête de Franck Sauzé, mais tout de suite récupération des joueurs soviétiques. Tsimbalar dépossédé du ballon toujours par Franck Sauzé, très maître de son art. Et au milieu Franck de la Sauzé défense qui avait monégasque. été un petit peu vexé des critiques qui s'étaient abattues sur lui après le match de championnat contre l'Olympique de Marseille. Alors qu'on a vu un parachutiste qui est arrivé un petit peu en retard parce que la première mi-temps... S'il a porté le ballon du match, c'est un peu tard. Ou alors il devait arriver à la mi-temps et comme il y a eu des arrêts de jeu, voilà, du coup monsieur Constantin qui l'a vu siffle la fin de la première période, donc 0-0 entre Tchernomorets Odessa et l'AS Monaco. Disons que les Monégasques ont fait la moitié du chemin, une bonne chose de faite. Reste à savoir ce qui va se passer en deuxième mi-temps. Ça sera dans quelques instants. Pour l'instant, Bruno Kaufmann va nous tracer un résumé de la rencontre qui a opposé tout à l'heure l'équipe de Montpellier à l'équipe du STEA de Bucarest. Et ensuite, nous parlerons des résultats de cette soirée européenne. À vous, Bruno Kaufmann. Et une petite... Égalité 0-0. Les Monégasques qui ont eu les meilleures occasions au cours de la première période, mais qui n'ont pas pu ouvrir la marque. Et des joueurs soviétiques qui n'ont pas mis en danger le gardien de but et capitaine Jean-Luc Ettori, qui a passé 45 minutes tout à fait tranquille. Et avec la nuit qui est tombée donc sur le stadion central de Tchernomorets Odessa. Sortie en touche et remise pour Patrick Valéry. Dans un mouchoir de poche, Rui Barros qui sort ce ballon pour Marcel Dib. Ballon profond et Bouchkov loin devant. Yeremin. Tsimbalar face à Patrick Valéry et à Georges Weah revenu. Tsimbalar, petit pont sur Georges Weah. Et faute ou sortie de but, ou sortie de touche plutôt. C'est la touche qu'a indiqué M. Constantin. Tsimbalar.
Et un public, Jean-Michel, qui commence à manifester, qui voudrait bien voir ses favoris prendre au moins un minime avantage. Pour prendre un minime avantage, il faudrait au moins se créer des occasions, ce qui n'est pas le cas. Et Patrick Valéry reste au sol. Non, ce n'est pas Patrick Valéry, autant pour moi, ce doit être donc Franck Sauzet. Sauzet qui a pris un petit coup dès le début de cette deuxième période. Pas trop grave, le garçon est solide. Et le match a l'air de passionner Jeannot Petit. Qui consulte ses notes. Alors que l'entraîneur du Tchernomorets se fait visiblement du souci devant l'incapacité qu'ont ses joueurs à porter le danger face au but de Jean-Luc Ettori. Battu là les Monégasques qui récupèrent néanmoins le ballon. Rui Barros. Décidément, ils aiment bien ce côté. Ils n'avaient pratiquement pas attaqué du côté droit en première période. Et puis les voilà maintenant qui ont changé. Itchiak qui a fait la remise en jeu. C'est le côté du banc de touche et c'est sans doute la raison pour laquelle les joueurs veulent se montrer à leur entraîneur Itchiak. Nouvelle remise en jeu du capitaine. Yeremin contré. Et il progresse par touches successives. Les joueurs du Tchernomorets, c'est la troisième là, en l'espace de quelques secondes. Simbalar. Qui a cherché le coup franc. Monsieur Constantin est là. Ah oui, joli petit pont. Mais il y avait peu de couverture et les Monégasques ont pu se dégager. Butchov. Telesnenko. Et en retrait, Kuznetsov pour son gardien Grishko qui peut dégager. Oh, une glissade de Franck Sauzet. Simbalar a failli être mis en possession d'une balle qui aurait été dangereuse pour Ettori, mais heureusement, elle ne lui est pas parvenue. Et encore une relance approximative, hasardeuse. Simbalar. Itchak. Sieff. Faute, non. Non, monsieur Constantin n'a pas sifflé. Un ballon de contre avec Ah oui, un grand pont de de George Weah a bousculé à la limite des 16 mètres. L'arbitre là encore ne siffle pas. Par contre, et là, il va siffler. Ah oui, là il siffle cette faute de... Oh non, ça c'est dur. Parce que, bon, c'est vrai que Weah a commis une faute là. Oui, c'est vrai que juste quelques secondes avant, c'est l'attaquant libérien qui avait été accroché et qui lui n'avait pas bénéficié d'un coup franc. George Weah donc averti à son tour, il est le deuxième dans l'équipe de Monaco après Claude Puel. Heureusement lui il n'avait pas de petit carton jaune au dossier, donc pas de problème du moins pour l'instant pour le match retour. Ce qui, on vous l'a dit, ne sera pas le cas du milieu de terrain monégasque Claude Puel. Kuznetsov. Bonne accélération. Les ballons quand même perdus. Contrée, récupération soviétique. Le pressing monégasque oblige les soviétiques à reculer. Et Bouchkov a donné un long ballon aérien qui profite à Franck Sauzet. Et au passage, Yeremin avait donné un coup de pied. Le coup franc sera donc à proximité de la surface de réparation d'Ettori. Avec Sauzet au ballon.
Et Kondratiev. C'est quand même un petit peu du aura football. Et Jean-Luc Ettori est obligé de sortir et de dégager comme un défenseur menacé. Lucien. Encore Sonor qui a dégagé ce ballon et Dib qui amorce la contre-attaque. Maintenant, Georges Weah. Oui. Qui se méfie de la vitesse de course de ce joueur et qui, pour le stopper dans son élan, ont décidé de jouer la ligne. Bouchkov, long ballon. Chiak. Il a manqué sa talonnade. C'est pas vraiment ce qu'il voulait faire, le numéro 8, Getsko. La balle est récupérée, bien fait. Gérald Passy, dommage. Il a le contre pour lui, c'est bien. Ah, il met derrière Ramon Diaz, dommage. Et il fait le plus difficile. Tim Ballard de vivre. Il y a beaucoup de vivacité dans le tacle de Rui Maros. Et sortie de Georges Weah. En puissance, en force. Là, il va avoir du mal parce qu'il est un petit peu en retard. Qui est venu l'aider. Sur un pas de faute, Claude Puel, sous la menace d'un carton jaune déjà. Oh, ça fait plusieurs fois que les joueurs glissent. Odessa étant quand même au sud de l'Union soviétique, tout près de la mer Noire, je ne pense pas qu'il y ait un terrain qui soit en train de geler, Thierry. Non. Mais ça fait quand même plusieurs fois que les footballeurs et surtout les monégasques glissent. Georges Weah qui vient. Oui, il y a encore un déséquilibre. Par contre là, Valérie a réussi un tacle parfait et il obtient ensuite un coup franc. Rythme assez soutenu dans ce match avec Sonor qui s'est fait bander le genou gauche. On appelle ça un strapping ou une contention adhésive. Il ne l'avait pas en première mi-temps. C'est un genou qui lui a donné quelques soucis et pour éviter la rechute, pour éviter l'entorse, il est allé voir le kiné. Deux bonnes bandes d'élastoplaste, ça remplace pas les ligaments mais ça donne, ça rassure un petit peu. Longue balle en avant pour Tim Ballard. Encore une glissade d'Emmanuel Petit. Kondratiev a récupéré ce ballon, pas pour longtemps. Je suis quand même curieux de savoir ce qui se passe où ça a l'air pourtant de ne pas être pur, mais peut-être de la rosée qui est l'humidité, tout simplement. Oui, la soirée commence en Union soviétique au moment où commence cette deuxième mi-temps avec encore Luc Sonor à la pointe du combat. Et la soirée ukrainienne est humide. Oui. Bouchov. Pas de coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Toujours Sonor, Dib. Là, il y a une faute. Là, non, il n'a pas encore sifflé. Le premier coup non, mais le second oui. Faute sur Gérald Passy. Puis sur Emmanuel, d'abord sur Claude Puel, mais celle-là, elle n'avait pas été sifflée. Celle qu'a sifflé monsieur Constantin, c'est celle que va frapper Gérald Passy. Et un coup franc qui peut provoquer une situation dangereuse face au but de Grishko. Pied gauche de Gérald Passy, Ichiak. Et Tim Ballard qui dégage ce ballon en corner. Juste au coin, à proximité du drapeau, alors qu'il n'y a plus du tout de vent sur la pelouse du stade de Tchernomorets à Odessa. Et vous le connaissez ce garçon au premier plan là? Ah bah tout à fait, c'est le photographe de 11 mondial ça, non? Et le fils de Pierrot, l'ancien. Le fils de Pierrot, l'ancien jardinier du parc. L'ancien concierge du parc. Ah, oui. Voilà, qui aujourd'hui est un heureux retraité. Un heureux retraité du côté de la Dordogne. Eh oui.
Il a l'air concentré, hein, tes photographes. Il a intérêt. Gérald Passy au premier poteau pour un nouveau corner. Toujours son pied gauche. Le second poteau cette fois-ci, oui. Emmanuel Petit était monté, un ballon qui a dépassé tout le monde. Oui, sauf Sérémine. Sérémine de rien. Et oh, très beau tir. Très beau tir de Ramon Diaz, m'a-t-il semblé. Tout à fait, Thierry, bien vu. Ramon Diaz au-dessus de la transversale à la suite de ce corner. Dommage, parce que c'était vraiment Une très position très peu au-dessus de la transversale. avec les grands buts, ce dont on parle, cette frappe de Ramon Diaz aurait peut-être été sous la transversale. Lorsque les poteaux feront 2,60 m de haut, on verra sans doute davantage de buts, mais enfin on n'en est encore pas là. Ce n'est qu'un projet, Bon ballon ce de n'est qu'un Puel. rêve, on est encore loin de la réalité. Ah non, là c'est récupération de Georges Weah. Quelques maladresses de part et d'autre. On n'arrive pas pour l'instant à aligner deux passes de suite, mais ça va revenir. On a l'impression qu'on a le sentiment que les Monégasques devraient mettre un petit peu le pied sur le ballon. Et encore une glissade, vous n'allez pas me dire quand même qu'il y a bien quelque chose. Alors, je veux bien que le terrain d'Odessa ne soit pas gelé, puisqu'Odessa c'est la Nice de l'Union soviétique. Oui. Chiak et Puel. Puel qui a encore donné un petit coup au passage à Getchko. Pas content. En quoi il parle, monsieur Constantin? En français. Et les Russes, il en parle en quoi? Français. Alors, parle qu'en français, non? François Valéry. Non, pas français. Non, pas François Valéry. François Valéry, c'est autre chose. C'est notre musique, François Valéry. Voilà. Ouais. Mais bon footballeur, hein? Bon footballeur. Je pense que je voulais parler de Patrick Valéry. Patrick Valéry. Gérald Passy. Ouh, De non. plein Ah fouet oui, pleine fois. dans le plexus Pas dans et le visage. attention, Pas dans le visage qu'il l'a pris je ne sais sonore. pas, mais il l'a bien pris. Oula. Et il est là-bas allongé, Toujours. Luc Sonore. Allez, en touche. Allez. Ah non, ils veulent pas. Ils n'ont pas vu, je crois. Si, si, ils ont vu. Oui. Tête de pigeon, Check. cher à Jean-Pierre Lacoste. Et toujours le ballon en jeu, à cette fois-ci Vous peut-être. savez, ça Jean-Michel, tiens justement, puisque vous me parlez de l'aile de pigeon, cher à Jean-Pierre Lacoste, j'ai reçu une lettre, et ça je vous jure que c'est vrai, d'un téléspectateur qui m'a dit, vous dites tout le temps quand il y a une aile de pigeon, cher à Jean-Pierre Lacoste, je voudrais savoir qui est Jean-Pierre Lacoste. On les dira au prochain numéro. On s'occupe d'abord de Luc Sonore, qui effectivement semble avoir été fauché en pleine course par une reprise de volée en plein visage. Tout à fait involontaire d'ailleurs de la part de Telesmenko, en plein visage, et il est parti à la renverse. Un coup d'éponge magique pour Luc Sonore. Et ça n'a pas l'air de s'améliorer. Alors que M. Constantin a fait les 50 mètres qui le séparaient de l'incident en courant à reculons. Et alors qu'on atteint la fin du premier quart d'heure de jeu. Alors c'est qui Jean-Pierre Lacoste? Vous voulez pas le dire, hein? C'est pas gentil. Mais je vous promets que les téléspectateurs se posent des questions. Hein. Non, Jean-Pierre Lacoste, c'est tout simplement le maquettiste de 11 et qui est un grand ami de Jean-Michel Larquet. Voilà, et qui est un remarquable footballeur. Voilà l'explication. Complètement groggy encore, ça a cinglé sur le visage de Luc Sonore. 18h21, un gros quart d'heure en cette seconde période, donc on vient de passer l'heure de jeu et les Monégasques sont en train d'obtenir un bon résultat. Chez les Plitsky qui relance pour l'équipe soviétique.
Et les Monégasques qui se battent avec beaucoup de cœur, beaucoup de conviction, beaucoup de cran pour garder ce bon résultat. Bonne action encore de Gérald Passy. Alors, un peu manqué par George Weah. Et le match de Telesnenko qui a été obligé de revenir derrière. Les Soviétiques ont beaucoup de problèmes. Itchiak lui aussi. Et les n'a pas d'autre supporters solution. ou le public du stadium central sont un petit peu inquiets et s'impatientent. Vous les entendez siffler. Bouchkov loin devant. Le coup de sifflet de monsieur Constantin. Alors que Luxonor, un petit peu KO, traîne la jambe. Ah oui, il a pris le ballon dans la figure, mais il traîne la jambe. Bah oui. Mais c'est peut-être pas au même incident de jeu qu'il a eu mal à deux endroits. Le ballon c'était dans la figure et puis c'est ce strapping qui s'est fait mettre qui certainement avait sa raison d'être. Valérie. Barros prise avec Itchiak. Quelques kilos en plus pour le soviétique. Et toujours cet arrière droit, Telesnenko. Obligé de retourner derrière avec son gardien Grishko. L'un des gardiens prometteurs, paraît-il, de la nouvelle génération soviétique. Et des soviétiques qui n'arrivent pas à emballer le match, qui sont résignés semble-t-il, qui acceptent la supériorité des Monégasques, une supériorité qui ne s'est pas encore traduite au tableau d'affichage. Mais en tout cas, si les Monégasques continuent comme ça, et en tout cas aussi si les Soviétiques ne sont pas plus dangereux, on ne voit pas comment ils peuvent réussir à marquer un but. Ils prennent leur temps. Hein. Oui, il croirait qu'ils mènent au score, ce qui n'est pourtant pas le cas. Encore un bon contrôle de Gérald Passy, bon enchaînement, amorti pied gauche et passe pied droit. Oula. Parce qu'il faudra mettre du bleu. Oui. Et heureusement, Bouchkov est là pour donner en retrait une nouvelle fois à Grishko. Dégage loin devant vers Simbalar. Yeremin maintenant. Simbalar à nouveau. Sortie un petit peu violente d'Emmanuel Petit. Mais là, monsieur Constantin n'a rien dit. Ah oui, cette fois-ci, le premier coup. Oui. Mais là, j'ai l'impression que, en ce qui concerne le deuxième. Ah oui, la main à la poche, c'est mauvais signe. Au parloir. Ah oui, voilà. Là, ça fait 3, hein. Puel, Weah, puis Petit. Alors que du côté soviétique, Bouchkov a été averti en première mi-temps et Emmanuel Petit reconnaît parfaitement les faits. Ça s'excuse. Vous avez vu comment on parle d'un changement du côté, en tout cas on montre qu'il va falloir changer ce joueur. Est-ce que le diagnostic est bon ou pas bon? En tout cas le coach s'inquiète, il a envoyé les remplaçants s'échauffer. Ah là voilà, marche beaucoup mieux là. Vous voyez l'entraînement, ce que ça peut donner? Première mi-temps, ils n'arrivaient pas à la faire et maintenant. Alors que l'on revoit cette faute sur Kuznetsov. Mais celui qui restait au sol, ce n'est pas Kuznetsov, c'est le numéro 8, Getchko. Odessa qui est venu très nombreux. Entre 35 et 40 000 spectateurs pour ce match de Coupe d'Europe. Là voilà la première faute d'Emmanuel Petit. Oh, ouais, à hauteur des hanches. Et Getchko qui est toujours au sol.
Un arrêt de jeu qui se prolonge. Et le jeune international soviétique, puisque Getchko fait partie lui aussi de la nouvelle équipe d'Union soviétique, qui du reste va rentrer en lice dans peu de temps dans les éliminatoires de l'Euro 92, avec un match en Italie contre l'Italie qui promet beaucoup. Des Italiens qui, eux, ont réussi un difficile match nul à Budapest, Oui. qui ont été obligés d'attendre un penalty marqué par Baggio pour égaliser. Alors qu'on se souvient que quand on avait vu l'équipe de Hongrie contre la France, elle ne nous avait pas fait grosse impression, mais c'est vrai que les Hongrois ont pu progresser Les Hongrois en qui 6 avaient mois. ouvert la marque par leur libéraux Dilts. Vous voyez là, monsieur Constantin, il fait bien reculer le mur monégasque. Et le mur respecte, il est même à plus de 9 mètres 15, mais il vaut mieux plus que moins. Ça c'est bien. Passy, Diaz, Rui Barros et Claude Puel dans le mur. Feinte, Getchko directement. Ah, complètement raté. Oui, Getchko qui n'a visiblement pas récupéré. Et encore une faute de Gérald Passy. Sur Bouchkov cette fois. Ce n'est pas Getchko qui va frapper, mais Boussiev. Getchko, vous l'avez vu passer, boîte en bas. Bon poteau. Personne pour Simbalar, mais de l'autre côté. Sifflet. Oui, coup de sifflet donc, et une faute qui va permettre au Monégasque de se dégager, alors que Getchko va être remplacé. Voilà son remplaçant. Il s'agit de Korolenchuk, qui donc à 20 minutes de la fin va faire son entrée à la première occasion à la place du numéro 8 Getchko. Petit. Passy. On avait cherché l'espace libre. Mais Telesnenko était le plus rapide. Encore Gérald Passy que l'on voit beaucoup. Accroché, oui. Un bon coup franc là pour les Monégasques. À 22-23 mètres. Légèrement décalé sur le côté gauche. Le changement que vous annonciez, Thierry va intervenir. Getchko, blessé dans ce choc avec Emmanuel Petit, va sortir pour être remplacé par Korolenchuk. Et c'est pour ça que M. Constantin attend avant de faire tirer Numéro ce coup franc. 12 remplace le numéro 8. Alors que la nuit est tombée sur l'Ukraine. On a vu l'arbitre de touche inspecter les crampons, la semelle de Korolenchuk. Et monsieur Constantin, Comme tout à l'heure. oui, ce sont des murs qui sont bien à distance. Ramon Diaz avec son numéro 10, en discussion avec Franck Sauzé. Sauzé ou Diaz, Diaz ou Sauzé. Oh là là, manqué. C'était Sauzé et c'était manqué. Ouais, ça fait deux coups francs inhabituels chez Franck Sauzé. Vous pouvez avoir tous les résultats de la soirée européenne. Vous l'avez vu passer sur votre écran en composant sur votre Minitel 3615 code TF1. Et vous saurez tout de votre équipe européenne favorite, puisque cette heure-ci, tous les matchs de ce premier tour, sauf Lech Poznan Olympique de Marseille qui aura lieu demain soir et sur TF1, tous les matchs sont maintenant terminés. Non, il en manque un autre, Thierry, je crois qu'il concerne le Sporting du Portugal, Ah oui, qui le Portugal qui joue toujours très beaucoup tard. plus tard. Oui. Oui. Il joue à 22h. Donc peut-être qu'avant la Oui. fin de Oui. la rencontre, nous vous donnerons, Ça ne doit pas être loin quand même de se terminer. pour les amis portugais qui aiment tant le football et qui ont de si beaux clubs, nous essaierons de vous donner
le résultat. Non, ce n'est pas du violon, Thierry. C'est vrai qu'ils ont des beaux clubs. Ah bah oui, Porto, Benfica et le Sporting du Portugal, c'est quand même des clubs qui ont quelques Coupes d'Europe à leur actif. Et s'ils ont gagné des Coupes d'Europe, ce n'est pas par hasard. Itchak. Non, elle était sortie malgré le sauvetage de Timbalar là. Puel peut faire la remise en jeu. Wea. Eh oui. La faute est donnée à Wea. Et en faveur de Bouchkov. Il se tient le pied droit. Kuznetsov. Timbalar toujours obligé de donner derrière. Telesnenko. Il est bien couvert par Emmanuel Petit. Un ballon que les Monégasques vont essayer de mettre au sol. Voilà qui est fait. Bien fait par Ramon Diaz. Saldiv accroché. La main. Et Bouchkov. C'est joué rapidement. On a perdu un petit peu le ballon. On le retrouve sur ce centre, cette déviation. Ah, cette reprise pied droit de Ramon Diaz. Contré au dernier moment. Ah, mais Il là, avait été signalé hors jeu. Dommage. Drapeau de touche s'est élevé pour signaler le hors-jeu de l'attaquant monégasque. Limite, puisqu'on sait que les règles ont changé. On le regarde ici. Et sur la même ligne, on n'est plus hors-jeu maintenant. Plus en principe, non. Alors, en principe, de toute façon, le but n'était pas marqué, donc... mais c'est tellement difficile à juger sur la ligne ou 10 cm devant ou 10 cm derrière que ce changement n'a pas apporté grand-chose pour l'instant. Bon centre de Timbalar, tête d'Emmanuel Petit là. Bien groupé autour de leurs deux défenseurs centraux, Petit et Sauzé. Sauzé qui n'a pas pu éviter cette touche. Retourné, qui profite à Marcel Dib, qui lui aussi dégage, mais pas n'importe où. Et Wea qui n'arrive pas à contrôler le ballon. Wea qui n'est pas en réussite. Alors que Korolenchuk a touché l'un de ses premiers ballons. Ah, bien fait, facile. Par contre, Gérald... Ah oui, super. 3 joueurs éliminés dans un mouchoir de poche. Ah oui. Et à la sortie, un bon ballon pour... Wea. Ah, mais... Ils ont des problèmes d'équilibre, ça c'est sûr. Ballon piqué, ballon prolongé et ballon dégagé, prise de volet indirecte de Marcel Dib au-dessus de la transversale, encore une fois, de Grichko. Dominique Bijota qui va rentrer à la place de Louis Barros, donc, puisque c'est le numéro 7 qui a été élevé. Dominique Bijota. Alors qu'il reste environ un quart d'heure à jouer. Telesnenko pour Tchernomorets Odessa avec toujours ce score nul et vierge de 0-0. Un résultat plaisant pour les hommes d'Arsène Wenger. Et qui confirme en tout cas ce que l'on a vu jusqu'à présent et qui est quasiment inespéré, parce que les clubs français ont un parcours ils n'ont superbe. toujours pas perdu un match depuis le début des Coupes d'Europe cette année. Oui, surtout dans ce deuxième tour. Bon, le premier tour, il y avait des têtes de série, c'était un tirage relativement favorable. Encore faut-il ne pas perdre à l'extérieur. Mais dans ce tour-là, on a vu la belle victoire de Bordeaux face à Magdebourg à l'extérieur, et qui plus est réduit à 10 avec ici
Un arrêt de Jean-Luc Ettori, heurté de plein fouet par Tim Ballard. Oui, et pour en revenir aussi à ce tirage, le Steaua Bucarest, on le sait quand même, a été vainqueur de cette Coupe d'Europe des clubs champions. Vainqueur et finaliste. 86, c'était à Séville contre Barcelone. Ça s'était plutôt bien passé grâce à ce grand gardien qui s'appelait Boukadam. Et finaliste il y a 2 ans. Et finaliste il y a 2 ans, là ça s'était moins bien passé. Enfin, il fallait dire que l'équipe du Milan AC était en état de grâce, et notamment ces 2 Néerlandais, Ruud Gullit et Marco van Basten, qui avaient, si mes souvenirs sont exacts, marqué 2 buts chacun. 2 buts chacun. Et qui a fait un grand match, une finale en tout cas inoubliable, en bien pour les Néerlandais et en moins bien pour ces Roumains qui ont été littéralement étriés à la Mosson, pendant que un nouveau changement intervient et que Nikiforov remplace Yeremine Thierry. Non, Goussiev. Goussiev. Un blond peut en cacher un autre. C'est vrai que les clubs français ont suivi la voie ouverte par l'Olympique de Marseille. On se souvient que Bernard Tapie avait dit il ne faut pas qu'il y ait que l'Olympique de Marseille, il faut qu'il y ait les autres clubs français. Vous vous souvenez dans un téléfoot, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Alors que Bijota, qui était entré sur le terrain depuis 5 minutes, s'est déjà fait ouvrir l'arcade sourcilière droite. Et les minutes passent. Plus qu'une douzaine de minutes à tenir pour l'association sportive de Monaco. Et toujours pas la moindre situation dangereuse devant ni les buts d'Ettori d'ailleurs, ni les buts de Grichko. C'est paradoxalement, du reste, les 2 gardiens n'ont pas eu un seul arrêt à effectuer dans leur barre. Tchak, un nouveau coup franc, loin devant. Ouais. Il a joué les ascenseurs, Franck Sauzet. Et un coup franc. Il s'est fait sanctionner par M. Constantin. Ichiak. Il a tenté le petit pont, mais il l'a manqué. Trompé par la trajectoire du ballon, Telesmenko relance côté droit, interception de Gérald Passy. Encore une fois, Diaz. Ouéa. Qui a essayé de rejouer avec Sonor, mais qui n'avait pas cru en cette remise et qui fait une faute. Oui. Faute de Luc Sonor. Telesmenko, Ishtiak. Et interception de Dib. Valérie. Ballon trop profond qui profite à Ichiak. Nikiforov. Complètement manqué cette relance. Allez. Pendant que l'on a vu il n'est pas chaud. Benjamin Clément, le voilà, s'est chauffé pour remplacer Georges Weah. Le 4e et dernier changement. Donc les soviétiques ont utilisé leurs 2 remplaçants. Nikiforov à la place de Goussiev, Korolenchuk à la place de Getchko. Et après Bijota, eh bien, c'est donc Clément qui rentre dans l'équipe monégasque. Clément sollicité d'entrée. Ses 2 premiers ballons et qui n'obtiendra pas la touche. Il reste 10 minutes. Faute de Clément, qui lui aussi est sous le coup d'un carton jaune. Boutchkov
Telesnenko. Tête de Petit. Nikiforov. Un des deux remplaçants. Il y a du jus, il vient de rentrer. Et Patrick Valéry, bien défendu pour obtenir une touche à quelques minutes de la fin de cette rencontre. Et si les Monégasques peuvent tenir, bien, ils confirmeront tous les bons résultats obtenus déjà l'an passé. À signaler aussi en ce qui concerne les coupes européennes, comme nous le disions tout à l'heure, les matchs retour de ce deuxième tour auront lieu au début du mois de novembre, 6 et 7 novembre exactement. Et ensuite, au mois de fin novembre, début décembre, il y aura un troisième tour, mais uniquement pour cette coupe de l'UEFA. Alors qu'en ce qui concerne la Coupe des Coupes et la Coupe d'Europe des clubs champions, eh bien, ça se déroulera au printemps maintenant, alors que le dernier match que vous attendiez, Jean-Michel, nous arrive de Lisbonne. Et c'est encore un gros score qui va pas faire plaisir aux Roumains, décidément, qui ont fait le plein ce soir. Polytechnica. Oui, Timisoara, ils en ont pris quand même 7 à Lisbonne face au Sporting. Polytechnica Timisoara qui avait éliminé au tour précédent l'Atlético de Madrid. Oui, et là, là, ils ont pris 7-0. 7-0 match aller. Au stade Avalieda, ils ont pris 7-0. Écoutez-moi, ça va très très mal pour les Roumains. C'est la déroute du football roumain, que ce soit au niveau des clubs ou au niveau de l'équipe nationale. Vraiment. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas bien dans sa tête, on n'est pas bien dans ses jambes. Et c'est sans doute plus vrai que jamais pour ces pauvres Roumains qui ont bien fait la révolution, mais qui en voient toujours les méfaits et pas encore les bienfaits. En espérant qu'un jour ils en voient les bienfaits. Nikiforov, Ichiak contré. Diaz sur le côté, Passy. Ah oui, avec une faute. Il n'y a pas eu de coup de sifflet. Non, il n'y a pas eu de coup de sifflet. Parce qu'il filait au but, Gérald Passy. Oui. Par contre là, sur ce pied en avant, oui, là ici. C'est bizarre. Ils marquent 15 buts en 3 matchs, ils ont encaissé, ces Roumains. 7 pour Timisoara, 3 face à Dortmund. Sans en rendre un seul en plus. 7 et 3-10, c'est... Et 5-15, le compte est bon. Comme quoi, quand on est au sommet, c'est difficile d'y rester. Et difficile d'y arriver également. Bouchkov, long coup franc en avant. Il y avait une faute de Franck Sauzet qui n'a pas été sifflée par M. Constantin. Je dirais pas que c'est une promenade de santé pour les Monégasques, mais ils devaient sans doute s'attendre à autre chose que ce qu'ils sont en train de subir. Oui, ils devaient s'attendre à être pris à la gorge par cette équipe du Tchernomorets. Mais on a l'impression de voir évoluer Jean-Michel, ce qui est le cas du reste. Une équipe en fin de saison, qui a tout son championnat derrière elle. Émoussé physiquement, oui. Et puis peut-être plus tellement motivé. Car la longue trêve hivernale va intervenir en URSS. Et ces joueurs semblent un petit peu démobilisés, ce qui fait bien l'affaire des Monégasques. Non, même sur une touche, une mésentente entre les deux remplaçants, Nikiforov et Korolenchuk. Et la balle en sortie de but pour Jean-Luc Ettori, qui laisse à Franck Sauzet le soin d'effectuer ce dégagement. Frappe puissante de la tête de Clément. Les soviétiques repartent. Avec Kondratiev. Kondratiev sur le côté gauche. Le crochet. Il n'est pas passé la première fois, il obtient tout juste une touche avec son capitaine Ichiak. Ichiak, le 1-2, double 1-2 et corner. Il voulait le corner, Kondratiev, et il l'a obtenu. Ah, cette fois-ci, Tsimbala
s'excite un petit peu. Et dans les tribunes aussi, on sent que ce sont les dernières minutes qui se jouent, alors que certains spectateurs commencent à quitter le stade. Un superbe match de Gérald Passy accroché là par Bouchkov. Et Gérald Passy qui avait réussi à sortir ce ballon. Ah, s'il avait pu le jouer avec Ramon Diaz, c'était un bon ballon de contre. Jean-Michel pour nos amis portugais qui attendent les noms des buteurs. Cadete en a mis 3. Cadete qui est le nouveau buteur, hein, le successeur de Gomez. Fernando Gomez lui en a mis 2. Careca 1 et Bozinowski 1. 3 et 2, 5 et 1, 6 et 1, 7. Merci Sylvain qui décidément suit le football international à la perfection. On vous aura donné comme ça tous les résultats de cette soirée européenne. Au moment où on arrive dans les 3 dernières minutes de ce match entre Tchernomorets et Monaco, avec une attaque sur le côté droit de Marcel Div qui centre. Ouh, il y a eu une mésentente au milieu de la défense avec Bouchkov et Grechko. Et surtout un télescopage entre Clément et Grechko. Dommage parce que c'était une belle occasion sur ce centre de Marcel Div. Là, il y a eu de la casse, et là, on va revoir ce débordement. Regardez comme il s'applique une première fois, il s'y reprend à 2 fois. Marcel Div, bon centre. C'est après avoir dégagé de son point droit que Grechko heurte Benjamin Clément. En tout cas, une bonne action de la part des Monégasques dans ces dernières minutes, avec le gardien sonné quelque peu. Et puisqu'on parlait de l'état du terrain, Thierry, espérons qu'au match retour, eh bien, le terrain monégasque qui avait été totalement refait tout au long du mois d'août aura retrouvé un aspect décent, parce que les pauvres jardiniers qui avaient fait tant d'efforts pour redonner une bonne pelouse à l'AS Monaco, à Arsène Wenger qui se plaignait tant et à Jean Le Petit, ils n'ont pas eu de chance. Les orages de la semaine dernière ont détrempé cette pelouse. Il y a eu le match Monaco-Toulouse Football Club là-dessus, et c'était un véritable champ de pommes de terre à la fin de la rencontre. À nouveau. Alors vraiment, ils sont pas vernis. Ramon Diaz. But. Et ben voilà, but de Ramon Diaz. Et non. Et non, pourquoi? Il montre, je pense pas qu'il soit une position de hors-jeu, Thierry. S'il tape son bras gauche levé avec sa main droite, c'est qu'il estime que Ramon Diaz a peut-être aidé un petit peu. Aidé de la main, et oui, il y a un mouvement d'épaule. C'est peut-être pas très net du bras, mais c'est sûr qu'il y a un mouvement d'épaule, oui. Ah, oui. Léger, un mouvement d'épaule, et mouvement d'épaule, ça vaut un penalty sur les défenseurs. Et ça vaut pas un but si on est attaquant. Et ça vaut pas un but si on est attaquant, bien vu. Et c'est dommage parce que la 88e minute ça aurait fait bien dans le tableau. Toujours est-il que le but marqué par Diaz est refusé par Monsieur Constantin et que le score est ce que vous voyez. Que Monaco est toujours 0-0 à Odessa. Voilà. L'une des dernières touches pour et l'un des derniers coups francs. Alors que l'on joue les arrêts de jeu maintenant. Et qu'il y en a eu quelques-uns à la suite des blessures donc de Grechko, et surtout celle de Getchko. 1 minute 30 je pense. Vive contrée. Cruel à la lutte pour le ballon que Bijota ne peut maîtriser. Une touche. Elle n'est pas rentrée. Elle est à refaire à l'endroit où elle aurait dû être effectuée la première fois. Mais non, elle n'est pas revenue en jeu. Donc la balle ne change pas de main. Tchak derrière pour Bouchkov. Et Grechko, alors que ça fait 1 minute de plus. Et que c'est terminé. Et voilà, c'est fini. Donc, eh bien, bon résultat de l'AS Monaco en Ukraine, 0-0. Qui confirme en tout cas les 2 autres résultats des clubs français que vous connaissez déjà. 2 victoires, l'une à l'extérieur, celle de Bordeaux à Magdebourg, l'autre à domicile, celle de Montpellier
face au Steaua Bucarest. Rendez-vous demain soir. Oui, demain soir, donc à 20h45 depuis Poznan pour le match Lech Poznan Olympique de Marseille en direct sur TF1. Merci de nous avoir suivis et vous allez dans quelques instants avoir le journal de TF1. Bonne fin de soirée. Jean-Claude Narcy vous présente le dernier journal de TF1.